merci de nous rejoindre. Je suis très heureuse de vous accueillir pour le débat de cette 4e semaine des lycées français du monde. Alors c'est une semaine formidable pendant laquelle nous allons montrer ce qu'est notre réseau, notre communauté, et mettre en lumière aussi à la fois son caractère unique et ses réussites. Alors cette année, pour le débat de la semaine des lycées français du monde, nous avons voulu mettre l'accent sur les valeurs qui sont portées par l'enseignement français et surtout sur la façon dont on parvient à les faire vivre, ces valeurs, dans des pays aussi différents, avec des élèves aussi divers que ceux qui composent notre communauté. Des valeurs au cœur de l'éducation, pourquoi faire? C'est le titre que nous avons choisi pour ce débat, ou plutôt pour cette conversation à laquelle nous vous convions et que nous allons mener avec nos invités. Marie-Christine Saragosse, la présidente du groupe de télévision France Média Monde, avec qui nous allons parler d'éducation à la citoyenneté, notamment d'éducation aux médias. Nous serons également avec Marie-Sophie Pavlak, qui est la présidente de l'association Elle Bouge. Avec elle, on va parler d'égalité, notamment d'égalité entre les filles et les garçons. Nous serons également avec Vasiliki Driancourt, qui est la madame enseignement, formation et orientation de l'AEFE, l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger. Et puis nous serons également avec Ilou Rakout-Navaï, qui est une ancienne élève des lycées français de l'étranger, qui a fait sa scolarité au lycée Mermoz à Dakar. Et pour nous accompagner tout au long de cette conversation, eh bien, nous avons choisi deux personnes chères au cœur de tous ceux qui aiment la langue française et qui l'habitent, comme on habite un pays, comme on habite un territoire. Nous serons avec l'écrivain et académicien Éric Orsena, qui est parrain de cette 4e édition de la Semaine des lycées français du monde. Et nous serons aussi avec Jacques Toubon, ancien ministre de la Culture, de la Francophonie et ancien défenseur des droits. Et bien entendu, évidemment, nous serons avec Olivier Brochet, qui est le directeur de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger. Je vous souhaite tous la bienvenue, messieurs Brochet, Toubon, Orsena. Soyez les bienvenus. Bonjour. On va commencer par un petit jeu. Si je vous dis, est-ce que vous pouvez me dire en 3 mots ce qu'évoque pour vous l'enseignement français à l'étranger? En 3 mots, qu'est-ce que ce serait? L'égalité, l'espérance, la diversité. Et pour vous, monsieur Toubon? Pour moi, ça évoque mon expérience avant d'être ministre, après, pendant, etc., au Liban. Voilà, c'est-à-dire quand je suis allé en pays de Druze, à Beyrouth, à Tripoli, partout. Et qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu l'enseignement français. J'ai vu le Liban, mais j'ai vu l'enseignement français au Liban. Et ça, c'est quelque chose que je n'oublierai jamais. Et pour vous, les valeurs qui sont portées par cet enseignement, si vous deviez en retenir 3 uniquement? Il y en a beaucoup plus que ça, je sais bien. Bah, moi, je dirais d'abord, par définition, une ouverture au monde, mais une ouverture au monde qui n'est pas intellectuelle, qui est une ouverture humaine. C'est la diversité humaine de l'enseignement français. Et la deuxième, si je donnais une deuxième caractéristique, c'est l'idée d'une excellence, pas d'une excellence relative, mais d'une sorte d'excellence idéale. Monsieur Brochet, vous êtes le directeur de cette grande maison, l'AEFE, qui administre et qui regroupe, je crois qu'on en est aujourd'hui à 535 établissements dans le monde entier. Vous, en tant que directeur de cette maison, comment est-ce que vous définissez en quelques mots les valeurs de l'enseignement français que vous êtes d'ailleurs chargé de promouvoir? Alors, bien entendu, nous appuyons sur les valeurs qui fondent notre République, mais bien au-delà, qui sont les valeurs essentielles humanistes dont nous avons besoin. Mais en 3 mots sur l'enseignement, pour nous, c'est apprendre pour comprendre et agir. Apprendre pour comprendre et agir. Et dans cet enseignement français, vous diriez quelle est la spécificité finalement des établissements français qui se trouvent à l'étranger? La spécificité, c'est d'abord le fait d'être présent dans 140 pays dans le monde et donc d'être en permanence dans des environnements très différents de celui de la France.
Et la deuxième caractéristique, c'est que 2/3 des élèves qui sont dans l'enseignement français à l'étranger sont des étrangers. Donc, ils ne viennent pas de notre culture nécessairement, mais dont les familles ont choisi de se tourner vers l'enseignement français pour justement assurer l'éducation de leurs enfants. Et je crois que c'est pour nous quelque chose d'exceptionnel d'avoir cette possibilité de travailler avec des enfants dans la diversité des cultures qu'ils apportent avec eux, que nous respectons, et de travailler sur cette empathie finalement mutuelle pour développer tout notre projet éducatif et notamment ce travail sur les valeurs pour former des citoyens du monde. Monsieur Toubon, vous avez beaucoup sillonné dans vos fonctions précédentes le monde. Vous m'avez notamment parlé du Liban. Monsieur Orsena, nous avons discuté un petit peu de cette thématique aussi, et vous m'avez parlé également des pays que vous avez visités. Je crois que vous êtes allé à Brazzaville, que vous connaissez le lycée Saint-Exupéry, qui est cher à mon cœur. Absolument. Cette diversité, cette ouverture au monde, est-ce que c'est aussi ce que vous avez constaté? J'ai le sentiment de toutes ces expériences que l'enseignement français à l'étranger est davantage que d'autres systèmes américains, allemands, italiens, britanniques, est davantage tourné vers l'universel à la fois dans, comment dirais-je, les idées qui passent à travers l'enseignement et en même temps, probablement avec une plus grande diversité. Et je pense que les deux sont liés. Il y a peut-être dans l'enseignement français, certains penseront que c'est un défaut, mais moi pas. Il y a moins de pragmatisme, et je vais m'employer un mot un peu plus fort, d'utilitarisme qu'il y en a dans l'enseignement d'autres pays. Il y a plus entendez bien le mot, il y a plus de gratuité dans ce que nous faisons depuis 100 ans et plus à l'étranger avec notre système d'enseignement déporté sur place, plus de gratuité peut-être que dans d'autres systèmes. C'est comme ça, moi, que je le ressens. Alors, encore une fois, certains pensent que nous sommes moins, entre guillemets, efficaces. Moi, je crois au contraire que nous apportons ce dont tous ceux qui sont dans nos lycées ont besoin, c'est-à-dire un idéal. Monsieur Orsena, au fond, dans les établissements français, les élèves ne sont pas tous français. Et pourtant, ils sont tous nourris de culture française, de littérature française. Est-ce que vous diriez que parmi tous ces élèves qui sont là et qui ont toutes les nationalités de la Terre, est-ce que vous diriez que la France est leur seconde patrie, ou plutôt que cette langue qu'ils ont en commun et en partage est une patrie pour eux? C'est pas forcément la France. Moi, je reviens à ce que dit Jacques Toubon, c'est-à-dire c'est moins utilitariste, c'est moins nationaliste que les autres. C'est-à-dire il y a une dimension vraiment universelle. Et moi, j'ai toujours été, puisque à chaque fois que je vais dans un pays, je rencontre les professeurs de l'Alliance française et puis les lycées, que nous apprenons autant des autres que nous leur apprenons. C'est-à-dire il y a une notion d'échange, premièrement. Et deuxièmement, ce sont ces lycées qui ont montré, et c'était une leçon très utile, notamment à des institutions comme l'Académie française à laquelle j'appartiens, que nous, virgule, la France, virgule, n'avons pas le monopole de la langue française. Et que s'il n'y avait pas les autres, eh bien, la langue française serait dans le déclin, un peu comme notre économie. Et justement, grâce à ces lycées, grâce à cette communauté magnifique, nous sommes plus grands et plus divers que nous sommes. C'est ça l'objectif d'une vie, c'est d'être plus grand que soi-même, et donc plus divers que soi-même, et donc plus vivant que soi-même. Et ce qui me frappe, c'est que, vous voyez, à l'Académie française, je suis au fauteuil de Pasteur, et je suis l'ambassadeur du réseau international de Pasteur, de l'Institut Pasteur, c'est-à-dire 26 pays.
Et c'est un peu la même chose ce que disait le directeur, c'est-à-dire que notre but à nous, à l'Institut Pasteur, c'est comprendre pour mieux soigner et pour plus transmettre. C'est assez étonnant que de voir que le système éducatif soit aussi en si bonne relation, en si grand écho avec cet autre grand réseau qui s'appelle le réseau des Instituts Pasteur. Je trouve que ce que vient de se dire Éric, les mots qu'il n'a pas prononcés, mais que je prononce, de perméabilité, osmose, c'est-à-dire ce type de relation bilatérale. Nous avons un système qui, par définition, est centrifuge, et nous sommes aussi un système centripète. Et je pense qu'il y a là quelque chose d'extrêmement fort, et moi, en tout cas, chaque fois dans mon expérience, je l'ai vécu. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on est, à juste titre, on peut parler du français du Liban, du français de Suisse, du français de Brazzaville, parce que effectivement, c'est un univers francophone. Un univers francophone. Alors, vous parlez d'univers francophone, d'universel, de diversité. On a parlé de partage aussi, hein, d'ouverture d'esprit, d'excellence, bien sûr. Nous allons parler d'éducation à l'égalité. Mais d'abord, je vous propose de regarder concrètement comment, dans les écoles françaises, eh bien, on tâche de faire vivre toutes les valeurs dont on a parlé, comment on tâche de les faire vivre auprès des élèves. Et vous allez voir, ça commence très tôt. Regardez. Les garçons et les filles sont égaux, pareils, différents. Les filles et les garçons, ils n'aiment pas du tout les mêmes jeux. Parce que les filles, des fois, ils jouent aux princesses, ils demandent aux garçons de venir, les garçons ne veulent pas. Ils les proposent de jouer au pistolet, ils ne veulent pas. Alors, ils sont complètement différents. Il y a des filles aussi qui sont plus fortes que les garçons. Ah, donc ça arrive que des filles... Alors, est-ce que tu as un exemple de filles, à un moment donné, qui étaient plus fortes que les garçons? Raphaël dit, c'est les garçons qui sont forts, les filles sont moins fortes. Vous m'avez dit également que, par contre, il y a des choses qu'on peut partager, que les hommes, les garçons et les filles aiment tous les deux. Le débat philo nous permettait de travailler sur les conceptions des enfants, qui sont aussi marquées par la culture locale. Il est intéressant en fait d'échanger sur nos différences de culture. Les garçons, ils sont un peu plus durs et les filles sont sentimentales et ils écoutent leur cœur, alors que les garçons, ils écoutent leurs esprits, ils sont un peu plus durs, quoi. La difficulté la plus grande qu'on rencontre dans cette pratique, c'est la posture de l'enseignant. C'est-à-dire que dans le débat philo, l'enseignant n'est pas là pour donner des réponses, il est là pour relancer la réflexion et amener les enfants à penser plus loin. Et donc il est très difficile, j'avoue, de ne pas donner de réponse et de trouver la question qui va permettre aux enfants d'avancer dans la réflexion. J'aime bien le débat philosophique parce qu'on peut s'exprimer, donner son point de vue, essayer de se mettre d'accord sans créer de conflit. On apprend des choses et en même temps, on donne beaucoup de réflexion. Et quand il y a des débats, ça permet à l'enfant de pouvoir mettre des mots sur des sentiments, des émotions, des sensations. Et je trouve que c'est important. Ça permet aussi de sociabiliser les enfants entre eux, d'avoir des approches, d'écouter l'autre, de pouvoir donner de l'espace à ses voisins. Des fois, on est limité à notre cadre familial, à notre entourage, à une même idée, état de pensée, et c'était bien d'avoir les idées extérieures. Quand ma fille m'en a parlé, j'ai été ravie, parce que pour moi, l'éducation philosophique, elle est essentielle pour aider nos enfants à exprimer leurs pensées, à mieux grandir, à développer leur esprit critique, leur esprit créatif aussi, et aussi l'ouverture d'esprit. Dans les débats philo, ce qui me plaît, c'est quand on parle de tout. On parle de jeux, on parle quand c'est disputé, des rencontres, de l'amitié, de tout. L'exercice
l'exercice, la construction de l'esprit critique, on le voit bien, c'est un exercice qui est à la fois enrichissant et pas simple, hein, ni pour les enfants, ni pour les enseignants d'ailleurs. Vasiliki Driancourt, vous êtes chargé de la pédagogie à l'AEFE. Est-ce que vous diriez que c'est ça, en fait, la principale spécificité de l'enseignement français, apprendre à nos enfants à penser par eux-mêmes? Tout à fait. Et les programmes, la façon dont nos enseignants se positionnent et accompagnent au jour le jour nos élèves, participent et expriment bien ce qu'est cet enseignement français, avec cette posture de l'enseignant qui vient accompagner pas à pas les élèves, et je crois que l'enseignante le soulignait, c'est tout à fait fondamental, qui ne pensent pas, qui ne se mettent pas à la place de l'enfant. C'est l'enfant qui exprime ses émotions, c'est l'enfant qui exprime ses croyances, et à partir de son ressenti, à partir de ses croyances, on construit avec lui un cheminement intellectuel dès le plus jeune âge. Et c'est vrai que nous avons ces parcours d'enseignement, nous avons ces parcours qui accompagnent nos élèves sur le long terme. Vous savez que la spécificité de nos établissements, c'est que nous les accompagnons sur un temps long et ils ont ce sentiment d'appartenance à l'établissement qui est très fort et qui vraiment caractérise nos établissements. C'est leur établissement. Et dans cet établissement, ils ont ce lien à l'altérité, ce lien au groupe entre pairs. Et c'est aussi comme ça que nous travaillons l'égalité. L'égalité au savoir, l'égalité à l'orientation, l'égalité au choix, mais des choix consentis. Alors, on s'en rend bien compte, hein, on le voit dans le petit reportage, l'égalité, en fait, ça ne va pas de soi hein, pour personne. Il faut avoir été éduqué à cela, au fond. Comment est-ce que vous faites, vous, pour faire passer cette éducation à l'égalité ? Alors d'abord, ce sont des familles qui ont fait ce choix de cette éducation à la française, qui nous font confiance dans ce qu'on va proposer à leurs enfants. Et c'est vrai que nous avons, nous, une politique culturelle, une politique sportive, une politique très forte qui va chercher l'enfant, qui l'amène à se dépasser et qui l'amène à se confronter à des situations ou parfois des idées reçues et à se rendre compte à travers ce que dit l'autre, à travers ce qu'exprime l'autre, à travers l'émotion, qui se rend compte qu'en fait les choses sont souvent plus compliquées et qui apprend de ces situations et de cette mise en relation entre enfants, entre camarades. J'aimerais bien qu'on entende une de nos anciennes élèves, Ilou Rakout-Navaï. Alors, Ilou, vous avez été toujours scolarisée, vous êtes d'origine malgache, vous avez toujours été scolarisée à Dakar au Sénégal. Cette éducation à l'égalité, alors vous avez vu le reportage sur les débats philosophiques, est-ce que d'abord vous avez eu aussi des débats philosophiques comme ça à l'époque où vous étiez encore à l'école? Je rappelle que là, vous êtes en deuxième année, je crois, à Sciences Po. Oui, je suis en deuxième année à Sciences Po. C'est vrai que le CP, ça date de longtemps. Mais je me souviens qu'on avait quand même ce dialogue et qu'on avait quand même ces moments là où on a eu nos cours de MC avec la citoyenneté, l'introduction en fait à ces valeurs-là. Et ce que je trouve très intéressant pour revenir sur l'histoire de posture de l'enseignant, c'est que c'est vrai qu'il ne nous imposait pas ses vues. Mais par contre, ce qui était très important avec l'enseignant, c'est qu'il était médiateur dans les discussions. Et du coup, ça, c'est très important parce que ça laisse de la place à la petite fille pour pouvoir dialoguer. Vous savez, ce qui est important d'abord pour que quelqu'un se dise légitime dans un endroit, c'est qu'il ait la place pour avoir à un moment la parole. Et il n'y a eu aucun moment dans ma scolarité où on m'a coupé la parole parce que l'homme devait parler, entre guillemets. Et ça, c'était très important parce que du coup, j'ai grandi dans l'idée que je pouvais avoir la parole, je pouvais être au centre de l'attention, je pouvais avoir de grands rêves. Et j'ai même une petite vidéo de moi où on me voit à l'âge de 9 ans en train de faire son petit discours, moi, quand je serai présidente de Madagascar. Donc, c'est assez mignon de voir que dès le plus jeune âge, on peut se donner le droit d'être ce qu'on veut vraiment. Et ça c'est vraiment beau. Et bon, je ne vais pas devenir présidente, mais être à Sciences Po, c'est quand même plus ou moins. Donc voilà. Donc ça, c'est vraiment essentiel, avoir ce débat et avoir cette place pour vraiment tout le monde, pour que tout le monde puisse exprimer son avis. Donc ça, c'est vraiment très beau. Marie-Sophie Pavlak, bonjour. Vous êtes la présidente de l'association Elle Bouge. C'est une association qui promeut l'égalité entre les filles et les garçons, mais qui surtout veut susciter des vocations féminines hein, dans les métiers où les femmes et les filles sont très peu représentées. Vous avez d'ailleurs signé une convention, je crois, avec l'AEFE pour promouvoir ce discours dans différents établissements. Comment est-ce que vous faites, vous allez dans plusieurs établissements, comment est-ce que vous portez cette parole
devant des élèves, on vient de l'entendre avec Ilou, qui sont tous très différents et qui sont tous issus de sociétés très différentes. Je pense que c'est par l'action des rôles modèles, et Ilou en est une parfaite. Je voudrais juste commenter, j'ai beaucoup aimé cette intervention assez exemplaire du débat philosophique avec ces classes de CP, parce qu'on se rend compte que dès le CP, eh bien, il y a déjà des stéréotypes, des croyances, des préjugés qui sont ancrés dans la tête des petites filles et des petits garçons, et ça montre bien toute l'importance de l'éducation, que ce soit l'éducation à la maison ou l'éducation au sein des établissements. Alors comment nous on fait Elle bouge à travers cette convention et l'AEFE? On fait au moment de la Journée internationale des droits des femmes, au moment du 8 mars ou autour du 8 mars, chaque année on fait une très grande action où toutes les marraines de l'association Elle bouge, les marraines sont des femmes en poste chez nos partenaires entreprises, telles que, j'en cite quelques-unes, mais Vinci, Thales, Airbus, etc., des entreprises internationales et des entreprises aussi locales. Et ces femmes-là sont marraines de l'association Elle bouge parce qu'elles ont envie de transmettre la passion qu'elles ont pour leur travail et surtout l'ambition qu'elles ont eue à un moment qui leur a permis d'arriver là. Donc, nous organisons à peu près une centaine d'événements à l'international autour du 8 mars, où donc des marraines Elle bouge soit vont aller rencontrer des jeunes filles des lycées français, donc là j'en ai plusieurs exemples que je pourrais vous donner si vous le souhaitez, et elles vont simplement commencer à témoigner de leur parcours, de comment elles étaient, comment elles sont arrivées là, de la diversité des métiers, notamment, alors vous ne l'avez pas dit dans votre introduction, mais dans les secteurs scientifiques, techniques, numériques maintenant si présents, où elles sont effectivement 4 fois moins nombreuses que les garçons à s'orienter vers ces secteurs qui sont porteurs d'emploi, qui sont porteurs de croissance, d'employabilité, c'est important. Et malheureusement, pourquoi sont-elles 4 fois moins nombreuses que les garçons à y aller? Par méconnaissance ou par stéréotypes ancrés ou par autocensure ou parce que j'ose pas, c'est trop dur. C'est tout Et donc nous, c'est tous ces stéréotypes qu'on souhaite déconstruire, c'est toute l'assurance qu'on souhaite donner à ces jeunes filles à travers les rôles modèles qui vont venir témoigner ou qui vont les emmener sur leur lieu de travail, voir leur réussite professionnelle à travers des chantiers, des nouveaux quartiers, à travers des mobilités durables, autonomes, etc., qui sont construites ou qui sont mises en œuvre dans les différents pays. Donc, c'est vraiment la preuve par l'exemple et la possibilité pour les filles de s'identifier aux marraines qui viennent leur parler. Parce que ces marraines-là ne sont pas forcément des femmes PDG ou quoi, ce sont des femmes qui sont des fois des très jeunes diplômés, comme bientôt Ilo, et qui vont, à travers un discours un peu similaire à celui que j'ai entendu, donner envie, susciter des vocations, donner de l'ambition aux filles, pour qu'elles aient les mêmes possibilités, notamment en termes de profession, en termes d'études et d'orientation. C'est l'égalité dans l'orientation, dans l'éducation, et ensuite pour arriver à l'égalité professionnelle. Et c'est une clé aussi parce que c'est l'indépendance économique des femmes qui est derrière cette égalité professionnelle. Et ça, c'est aussi une clé de base pour toute l'égalité entre les hommes et les femmes. Merci Madame Pavlak. J'ai une question pour Vassiliki Driancourt. Vous occupez aussi d'orientation à l'AEFE. Est-ce que dans ce réseau, on note une différence plus ou moins grande que dans le reste des établissements français entre les voies que vont suivre les filles et celles que suivront les garçons? Est-ce que par exemple on observe qu'il y a plus de garçons dans les filières scientifiques et moins de filles, ou c'est plutôt mieux que ce qu'on fait dans l'Hexagone? Alors tout dépend en fait de nos pays et de nos zones, et il est certain que là aussi nous héritons de traditions politiques, historiques qui font que nous travaillons avec ça. Mais ce qui est certain, c'est que selon les zones,
nous avons un temps d'information, un temps d'accompagnement, un temps d'exercice du choix de l'élève, du choix conscientisé, et Madame Pavla qui faisait référence, qui est plus ou moins important. Et de fait, si je regarde aujourd'hui la réforme du lycée, nous avons nombre de filles qui se sont inscrites dans des choix de spécialités scientifiques et de façon très importante et de façon augmentée. Donc oui, on peut se dire que la politique générale dans laquelle nous sommes engagés porte dès à présent sur cette génération qui est très engagée sur ces questions. Je vais redonner la parole peut-être à messieurs Toubon-Orsena et à monsieur Brochet, le directeur de l'AEFE. Quand vous entendez ça, peut-être une question pour commencer à monsieur Orsena. Est-ce que vous avez le sentiment que la langue dans laquelle on va étudier et apprendre, est-ce que finalement elle impacte notre vision du monde et notre capacité à se voir comme des égaux? Oui, bien sûr, mais d'abord je voudrais faire une première remarque, parce que ce que j'entends là me réjouit. Et je serais ravi qu'on change le nom de CP en centre club philosophique. Monsieur Brochet, ce sont de formidables compliments pour votre réseau, ça. Pour moi, comme directeur de l'agence, c'est toujours assez paradoxal d'entendre à la fois parfois le mal que l'on peut dire de l'éducation nationale en France même, et Dieu sait que l'éducation nationale se bat sur tous les fronts pour régler beaucoup de problèmes sociaux et permettre au plus grand nombre d'accéder justement à cette culture indispensable. Et en même temps, effectivement, le succès de l'enseignement français à l'étranger, où nous sommes en croissance depuis maintenant des décennies. Nous avons des demandes croissantes de familles qui veulent rejoindre, parce que je crois que ce point-là que nous soulignons au travers de cette formation à l'égalité, qui est tout sauf asséner des valeurs, c'est les faire vivre et dans le dialogue, dans le respect des autres, sentir cela en soi, à quel point c'est fondamental pour vivre bien en société. Et je crois que c'est ça qui porte vraiment l'enseignement français à l'étranger, au-delà de son excellence qui est reconnue partout, mais d'autres systèmes sont aussi excellents sur le fond. Mais je crois que vraiment c'est une spécificité de l'enseignement français. En tout cas, c'est un enseignement et c'est un réseau auquel semble adhérer, vous venez de le souligner, de plus en plus de parents, puisqu'il est en train de se développer, il est en train de croître. Et puis, on a beaucoup d'anciens élèves qui sont à leur tour devenus des parents d'élèves. Dominique, je ne veux pas me substituer à la modération, mais est-ce que je peux faire observer que notre académicien, maître Éric Orsena, a commencé par une petite remarque et il avait derrière une idée à développer. Peut-être qu'on pourrait lui laisser développer l'idée complètement avant. Monsieur Orsena, je crois que pardon. C'est pédagogique, comme on dit. Merci. Vous voyez bien l'efficacité du défenseur des droits. Non, ce que je voulais juste dire, c'est que la langue, n'importe quelle langue est mon pays. Vous comprenez, si on me disait tu abandonnes la langue française, mais en échange tu as une grande langue, et la plupart des langues sont des grandes langues, je serais triste à mourir, mais j'aurais perdu un univers contre un autre univers. Mais si on me dit tu abandonnes ta langue française pour les 340 mots qui permettent juste de survivre, c'est pas possible. Et qu'est-ce qui fait vivre la langue? C'est évidemment tous ceux qui la parlent. La langue est propriétaire de personne. Et donc, quand vous avez tellement d'enfants du monde entier qui parlent la langue, c'est la seule solution pour la langue de continuer à vivre. Et moi, comme je vous ai dit, cher Dominique, je fais mon marché dans la francophonie. Je réveille ma langue en écoutant ce qui s'est dit ailleurs, dans ces inventions incroyables. Et la langue est vivante. Ce n'est pas une sorte de patrimoine figé. Et qui donne cette liberté et cette possibilité, c'est vous. Et moi, très souvent, quand je vais dans les classes en France ou un peu ailleurs, je leur dis, mais vive le FLE. Je suis un adepte du FLE, le français langue étrangère. Parce que quand on a sa langue étrangère, ça veut dire qu'on est, encore une fois, c'est mon leitmotiv, ma devise, il faut être plus grand que soi. Autrement, on est bien plus petit. Mais ce que vous dites de la langue est absolument passionnant, parce qu'effectivement, les parents d'élèves, quand ils mettent leurs enfants dans les établissements français,
c'est bien sûr parce qu'ils ont envie de leur donner cette langue française comme étant la leur et qu'ils s'approprient cette langue française. Et puis ils viennent aussi, on l'a déjà un petit peu entendu dans le reportage sur le débat philosophique, ils viennent aussi parce qu'ils ont envie de former des citoyens, parce que, nous disent-ils, cet enseignement français forme des citoyens. Et c'est la raison pour laquelle, comme je le disais, certains anciens élèves deviennent aujourd'hui des parents d'élèves et ils vont nous expliquer eux-mêmes pourquoi. On va entendre le témoignage de Guillermo Perdomo et Carolina Perdomo, père et fille, tous deux anciens élèves et parents d'élèves du lycée Louis Pasteur de Bogota, en Colombie. On les écoute. Louis Pasteur, Louis Pasteur. Louis Pasteur. Et vous allez nous en redire un petit mot juste après qu'on les ait écoutés, monsieur Orsena. Bonjour, je m'appelle Guillermo Perdomo. La France a toujours représenté les idéaux de liberté et de valeurs républicaines. Je pense que cela a été la raison principale pour que mon père, qui était un libéral d'esprit, décida de me scolariser au lycée français Louis Pasteur de Bogota en Colombie. En plus, la solide réputation de l'éducation française a certainement contribué à son choix. Aujourd'hui, 46 ans après avoir reçu mon bac au lycée Pasteur, je remercie mon père d'avoir pris cette décision qui a été fondamentale pour mon avenir et pour celui de ma famille. Ce que je suis comme personne et comme citoyen, beaucoup plus qu'à l'université ou aux expériences vécues, je le dois à l'éducation reçue au lycée français du Pasteur de Bogota. Et c'est pour cela qu'à mon tour, j'ai décidé de scolariser mes enfants à la même école. Bonjour, je m'appelle Carolina Perdomo, je suis la fille de Guillermo. Je suis la deuxième à avoir étudié au lycée. À l'âge de 4 ans, mes parents m'ont déposé un jour à la porte de Facundo avec mon tablier à carreaux bleus et blancs. Pendant 14 ans, j'ai passé la plupart du temps en lycée et je remercie énormément tout ce que j'ai appris. L'esprit critique des anciens élèves du lycée est bien reconnu, même par les professeurs à l'université, qu'après avoir écouté les arguments lors d'une discussion, disaient souvent « Vous avez étudié au lycée français, n'est-ce pas ?» Le savoir-vivre et l'intérêt pour l'histoire et la géographie a abouti à la connaissance de plus de 40 pays. Voyager le monde en pouvant se communiquer dans la plupart, soit en espagnol, français ou anglais, c'est aussi grâce à l'éducation que j'ai reçue. Quand on était petite, ma sœur et moi, on parlait français quand on ne voulait pas que les gens autour de nous comprennent ce qu'on disait. Et même aujourd'hui, on continue à le faire. Ma vie a été toujours entourée par la communauté des anciens élèves du lycée, mes amis, ceux de ma sœur et de mon père. Honnêtement, je n'envisageais mes enfants à aucune autre école que le lycée français Louis Pasteur. Et maintenant, ils sont en petite section et moyenne section. Alors, on vient d'entendre Guillermo et Carolina qui sont et vous avez remarqué 46 ans après l'imparfait du subjonctif. Hein. Absolument. Ça montre que l'enseignement français, c'est durable. Durable et d'ailleurs, mais peut-être vous allez nous le faire remarquer, Monsieur Toubon, on constate souvent que l'attachement au français, à la langue française, est encore plus fort dans certaines régions du monde qui ne sont pas la France, où des gens ont été scolarisés ou non d'ailleurs dans des établissements français. Comment est-ce que vous l'expliquez? Bien sûr, tout à l'heure, vous savez bien, dès le début, j'ai pris l'exemple du Liban, qui est un exemple magnifique de cette... on peut parler de mots de résistance, résilience, attachement, on peut employer tous les mots, mais il y a beaucoup de pays, ça a été le cas pendant longtemps, vous vous en souvenez peut-être, des pays de l'Est de l'Europe, lorsqu'ils étaient encore des pays communistes, par exemple, et l'enseignement français, la langue française, par exemple, je prends toujours l'exemple parce que je l'ai connu à l'université de Bucarest, par exemple, était l'enseignement de la liberté, l'enseignement de l'horizon, en quelque sorte, alors que on avait des murs autour de soi. Et je crois que ça continue, à mon avis, au fur et à mesure où le monde change, à être très porteur pour notre langue. Éric l'a très bien dit tout à l'heure et vous l'avez tous dit, on ne dit pas les mêmes choses, on ne pense pas les mêmes choses et on ne dit pas les mêmes choses en français ou dans une autre langue. Et je crois que c'est probablement pourquoi des hommes comme Éric ou moi, très, très différents à beaucoup d'égards, nous avons combattu depuis des décennies et décennies
avec ce même idéal, non pas de faire de la police de la langue, c'est ridicule, non pas de formater le français, mais au contraire, de permettre aux Français de continuer à faire entrer en lui la réalité du monde et de la restituer à travers les mots, la syntaxe et la beauté de la langue. Vous disiez, l'enseignement français, finalement, c'est un enseignement de la liberté. C'est ainsi que le perçoivent, en tout cas que le conçoivent les parents qui choisissent cet enseignement pour leurs enfants. Nous avons le besoin de faire en sorte que notre enseignement exprime et traduise complètement l'égale dignité, l'égalité en droit, les droits de l'enfant, les droits de la femme, bien entendu, et des petites filles en particulier. Et donc, on lutte, et ça c'était le boulot que je faisais jusqu'à il y a quelques mois, contre toutes les discriminations et qui peuvent être, je prends un exemple parce que nous l'avons traité, mais ça peut exister dans les établissements à l'étranger. Par exemple, les manières dont sont traités les gosses qui passent un conseil de discipline. Il faut être très attentif à ce que les gosses soient traités lorsqu'ils passent un conseil de discipline de manière égale, de manière attentive, conforme. Voilà, je le dis, c'est mon expérience et je crois qu'elle correspond complètement. Elle n'est pas une expérience métropolitaine. Je pense que notre système mondial doit porter à la fois ses valeurs et ses règles juridiques. J'aimerais beaucoup entendre aussi Marie-Christine Saragosse, qu'on peut accueillir, qui est la présidente du groupe audiovisuel France Média Monde, France 24, RFI notamment, qui est avec nous, avec qui nous allons parler d'éducation à la citoyenneté. Bonjour, je voudrais juste dire d'abord que quand j'ai entendu Olivier Brochet raconter qu'au fond, les lycées français, c'était apprendre pour comprendre et agir, j'ai senti une très forte résonance avec ce qu'on fait à France Média Monde, le groupe que j'ai la chance de diriger. Nous, ce serait s'informer pour comprendre et agir, en fait. Ça suit un peu la même voie, alors en embrassant très large, hein, puisqu'on va toucher plus de 230 millions de personnes chaque semaine, dans une vingtaine de langues. Mais au fond, les lycées français, c'est le pendant, en embrassant plus serré, disons, ils étreignent, quand nous, on embrasse large. Et d'ailleurs, ce n'est pas par hasard que dans notre groupe, on a plein d'anciens élèves des lycées français parce qu'ils ont cette merveilleuse chance d'avoir deux langues maternelles, leur langue initiale et le français qui est devenu… Ce n'est pas qu'ils ont appris le français dans les lycées français, c'est qu'ils se sont appropriés, ils ont fait totalement leur cette langue. Et donc, nous, on en a besoin, c'est un élément de la diversité du groupe fondamental. Et d'ailleurs, j'ai adoré la phrase d'Éric Orsena qui a dit « Nous sommes plus divers que nous-mêmes ». Et c'est ça qu'on cherche ici, c'est ce frottement, ce décentrement de soi pour accueillir l'autre, une part de l'autre en soi, et donc faire des liens et des ponts avec le reste du monde, et ce qui est lointain est ainsi plus proche. Je voulais aussi dire qu'en tant que PDG femme, puisqu'il y avait un débat fantastique sur l'égalité, j'ai adoré évidemment le petit film, je voulais juste dire que moi, je suis une fille qui a adoré les robes de princesse, qui adore avoir des émotions, et que le problème, ce n'est pas d'aimer les robes de princesse et de ressentir fortement des émotions, c'est le regard que pendant des siècles, on a porté sur ça. On n'a pas à renoncer à une partie de nous-mêmes, de notre différence, pour avoir accès à l'égalité. Donc, les robes de princesse des garçons, c'est les maillots d'Mbappé. C'est ça, exactement. Un exemple, c'est le 20 novembre, là, il y a quelques jours, Journée internationale des droits de l'enfant, la défenseure des droits, Claire Hédon, a publié le rapport annuel. Et ce rapport, cette année, j'avais commencé à le préparer et il vient d'être publié, il porte sur l'expression des enfants, le droit à l'expression, le droit d'être entendu. Ilou, est-ce que dans vos études, vous avez raconté tout à l'heure de façon très, très sensible combien ça avait été important de pouvoir prendre la parole et d'être considéré dans ses rêves et dans ses ambitions. Est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui encore, puisque vous êtes à Sciences Po, qu'il faut encore faire un effort supplémentaire? Alors, pour être sincère, j'avoue que je pense que le plus compliqué, c'est une histoire de tempérament aussi, puisque souvent,
même si on essaie d'aller contre cela, on est quand même dans un monde où on apprend quand même aux filles à être avec des jeux plus calmes, à être plus posées, à être plus silencieuses. Ça se retrouve pas forcément dans l'éducation, mais ça se retrouve quand même dans les jeux qu'on achète et les émissions qu'on regarde. Il y a toujours des efforts à faire, mais je suis quand même assez optimiste puisque il y a des femmes qui veulent avoir la parole, qui veulent ne pas se taire. Je pense que c'est un combat. C'est-à-dire, de toute façon, la liberté, c'est jamais un acquis. Ça se mérite en permanence, ça se conquiert. On ne peut pas considérer, tiens, voilà, ça y est, on est égaux, on est libre. Donc, non, c'est tout le temps. France Média Monde est finalement dans le profil des personnes qui y travaillent et dans l'importance que joue la diversité du regard est très proche finalement hein, du réseau des établissements français à l'étranger parce que les gens viennent de partout avec des cultures, des langues, des religions, des origines différentes. Comment est-ce qu'on fait pour faire vivre ensemble et faire respecter des valeurs notamment comme la laïcité? Savez-vous qu'on ne peut pas traduire laïcité en anglais ou en arabe? Laïcité, les Anglais disent secularism. Sécularisation, ça existe aussi en français, c'est pas le même mot que laïcité, hein, ça ne veut pas du tout dire la même chose, c'est presque un contresens. Et en arabe, je ne sais pas le dire, mais ça veut dire athéisme, ce qui est aussi un contresens. Donc le travail pédagogique, par exemple, autour d'une valeur aussi complexe que la laïcité est pourtant aussi simple, d'une certaine façon, nos journalistes l'endossent et le font. Il y a 66 nationalités dans notre groupe, on parle une vingtaine de langues, je pense qu'il doit y avoir à peu près beaucoup de religions et beaucoup d'absence de religion aussi, puisqu'on a parfaitement le droit de ne pas en avoir. Et évidemment, notre mission, c'est justement de porter aussi, c'est de faire une information indépendante, libre, experte, vérifiée, honnête, impartiale autant que possible, en tout cas équilibrée. Mais c'est aussi de porter un certain nombre de valeurs démocratiques comme la liberté d'expression, l'égalité des hommes et des femmes et de tous les citoyens. C'est aussi de lutter contre toutes les discriminations et d'expliquer la laïcité. Ça fait partie de notre sorte de cahier des charges, de notre raison d'être. Et donc les gens qui viennent travailler ici, même quand ils sont étrangers, ils savent où ils viennent. Donc quelque part, il y a une adhésion aussi à ces valeurs. On a évidemment notre charte déontologique encadre le travail des journalistes et porte aussi un certain nombre de principes. Je trouve que c'est une tour de Babel qui est assez sympa et que je vis comme un privilège parce que on peut faire le tour du monde en prenant un ascenseur quand même en termes de langue et de culture. Et tout ça vit ensemble et partage des valeurs. France Média Monde fait beaucoup d'éducation aux médias dans les établissements français de l'étranger. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose d'absolument nécessaire, crucial pour former des citoyens? Il n'y avait pas, dans mon lycée, avant, il n'y avait pas de cours spécifiques pour l'éducation aux médias en général, mais on avait quand même des moyens de nous ouvrir à cet univers-là. Par exemple, toujours faire attention aux sources qu'on utilise pour être sûr qu'elles sont véridiques ou pas. Et j'avais aussi le journal du lycée dans lequel je faisais partie, qui était très important pour permettre aux élèves, aux enfants, d'avoir une place un peu dans le monde médiatique. Et là où c'est essentiel, c'est que cette éducation aux médias, ça nous apprend à ne pas écouter n'importe qui, n'importe comment et n'importe quand. Puisque souvent, la désinformation, entendre des informations qui ne sont pas véridiques et qui risquent de nous influencer, mais en nous donnant des idéaux qui ne sont pas forcément les plus sains, eh bien, il faut apprendre dès le plus jeune âge à les analyser, à les réfuter, à les remettre en question pour ensuite faire notre propre opinion dessus. Et ça, on ne peut pas juste l'apprendre en étant plus âgé, puisque c'est des réflexes, vraiment ce sont des réflexes qu'on doit avoir petit à petit. Nous, on est en partenariat avec un organisme qui s'appelle le CLEMI, qui s'occupe justement des médias à l'école. Et en fait, il s'agit d'avoir un esprit d'enquêteur, de journaliste, de ne jamais prendre pour argent comptant ce qu'on nous dit. Alors, au fond, ça ne fait pas appel à des qualités si différentes que la philosophie ou les autres matières qui sont enseignées. Le sens du discernement, l'esprit critique, ce sont les points cardinaux de ce qu'on doit transmettre aux élèves. Déjà, comment on fait de la vraie bonne info? C'est le premier antidote à l'infox. C'est comment on construit une info équilibrée, certifiée, de terrain, etc. Tout ça, c'est le premier antidote.
Donc, on a besoin de donner des outils aux enseignants, de les accueillir, d'avoir des journalistes qui vont dans les écoles. Et on reçoit aussi beaucoup d'élèves ici qui assistent à tout le processus de fabrication de l'info. Parce que quand on voit comment c'est quand c'est sérieux, on peut deviner que quand c'est pas sérieux, que ça ne l'est pas. Monsieur Brochet, Monsieur Orsena, je crois que vous souhaitiez dire quelque chose. Non, moi, je voulais donner l'exemple même de la force de la langue sur la pensée. Si vous n'avez pas le mot laïcité, vous n'avez pas la réalité de la laïcité non plus. Il n'y a pas le mot. Donc, on est au cœur de l'affaire. Donc, premièrement. Deuxièmement, l'histoire de Babel, pour moi, c'est une bonne nouvelle. Qu'est-ce qui se passe? C'est les êtres humains qui veulent construire une tour pour atteindre le ciel et ils parlent la même langue. Et puis, Dieu les punit parce que, au fond, il ne faut pas atteindre le ciel. Et il les punit comment? En leur donnant le plus beau des cadeaux. La diversité linguistique. Là, il a fait une connerie. Parce que le plus beau des cadeaux, c'est-à-dire la diversité. Vive Babel! Et troisième remarque, moi, ce que j'écoute depuis ce matin, mais c'est une formidable expérience de la République. C'est-à-dire, on est ensemble. On est ensemble pour une cause commune qu'on va bâtir ensemble. On confond sans arrêt, nous, la démocratie et la République. La démocratie est un moyen, la République, c'est un but, c'est-à-dire comment on vit ensemble. Je voulais repartir du propos de Guillermo, parce que je veux dire, à chaque fois que j'entends des parents d'élèves qui expliquent pourquoi ils ont choisi l'enseignement français, et quand eux-mêmes sont des anciens élèves, je trouve toujours ça assez émouvant. Et Guillermo exprimait vraiment en quelques mots très fortement les raisons pour lesquelles il était attaché justement à ces valeurs. Et il y a un mot qui est revenu, naturellement dans son propos, et je dois dire que je l'entends presque toujours, partout où je me déplace, c'est l'attachement de ceux qui fréquentent le lycée français à l'étranger à la formation de l'esprit critique. Je l'ai entendu partout. J'étais lors d'un voyage au Liban dont parlait M. Toulon tout à l'heure. Ceux qui me l'ont dit avec le plus de force, ce sont des sœurs qui dirigeaient des écoles confessionnelles sur programme français et qui m'ont dit à quel point elles tenaient à cet esprit critique et qui d'ailleurs accueillaient dans leur enceinte des enfants musulmans, etc. Donc là, on est vraiment au cœur de cette formation de l'individu auquel nous tenons. Et je crois vraiment que tout le projet éducatif français, ce n'est pas d'asséner des valeurs, c'est de les faire vivre. Et notre carte des 535 établissements français dans le monde, c'est 535 espaces de liberté que nous devons protéger, que nous devons faire vivre en permanence, des espaces de liberté, et donc on respecte bien entendu toutes les opinions, où on en discute, on les débat, et puis des espaces aussi où on apprend la liberté. Et la liberté, ce n'est pas effectivement dire n'importe quoi, n'importe comment, et quand quelqu'un n'est pas d'accord avec vous, de lui taper sur la tête pour que ça rentre. C'est autre chose, et c'est vraiment ça qui est au cœur de notre démarche, y compris dans la formation aux médias. Et juste terminer en vous disant qu'on a aussi quelque chose de tout à fait original dans l'enseignement français à l'étranger, ce sont les jeunes reporters internationaux que des professeurs forment dans tous les lycées, qui animent des web radios, qui font des reportages, qui interviewent, etc., et qui échangent entre eux également à l'échelle du réseau, et c'est une magnifique formation. Et ils bossent avec nous aussi, d'ailleurs. Ils bossent avec France Média Monde, exactement. À l'échelle du monde, je pense qu'il y a une très très forte menace sur l'ensemble des principes démocratiques en raison du complotisme, et que donc la formation des esprits dès le plus jeune âge au sens critique et au discernement dans toutes les matières, mais en particulier pour l'enseignement, enfin l'éducation aux médias, ça devient un enjeu majeur pour que l'humanisme que nous portons et les valeurs démocratiques survivent à cette pandémie et au temps qui nous attendent. Parce que franchement, et y compris sur des choses aussi graves que des données médicales, là, ce qu'on a vu, nous, on a dû lutter contre des choses qui mettaient en danger la vie des gens, cette fois-ci, pas seulement leur pensée, mais leur vie même. Et je pense qu'il faut que l'ensemble des systèmes éducatifs se mobilisent comme jamais pour que la génération montante soit un rempart face au complotisme.
Ilou, je vous voyais réagir à ce que disait Marie-Christine sur le complotisme. Sur Facebook, il y a ces informations qui sont parfois un peu manipulées. Et j'ai remarqué que c'était souvent mes grands-parents, par exemple, qui me partageaient beaucoup de fake news de sites qui sont un peu mal faits, un peu grossiers. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, on pourrait gagner de cette éducation aux médias, avoir les enfants qui pourraient apprendre ces outils et qui pourraient enseigner aux parents, aux grands-parents, pour que on puisse rattraper en fait le temps perdu de l'éducation à l'information qui n'a pas été faite avant en fait. Parce que là, venez à l'académie, Ilou, venez à l'académie française, c'est tous les jeudis à 15h. Après, je vous donne une petite leçon. Je note. Mais tu as raison sans doute pour dire que ce n'est pas seulement les jeunes qui sont frappés, mais c'est vrai qu'on remarque aussi que le niveau d'éducation et la perméabilité aux fausses informations, aux manipulations, ne sont pas totalement décorrélés. Monsieur Toubon a été très discipliné puisque je le fais attendre depuis très longtemps. Je crois qu'il voulait dire quelque chose. D'abord, c'est clair, laïcité, c'est clairement liberté. En droit, et il faut toujours revenir aux règles constitutionnelles en particulier, et aux principes qui sont contenus notamment dans la Déclaration de 1789, qui est maintenant le préambule de notre Constitution. Dans le préambule de notre Constitution, et en droit, il est clair qu'il s'agit à la fois de la tolérance à la raison de l'autre, donc il n'y a pas d'idée, il n'y a pas d'idéologie, il n'y a pas de religion ou pas de religion qui soit supérieure aux autres. Il n'y a pas de possibilité d'être le suprême par rapport à un inférieur. Donc une sorte de tolérance à la raison de l'autre. Et puis de l'autre côté, naturellement, simplement, la liberté de penser, de croire, de ne pas croire. Et ça, peut-être c'est difficile à dire en un seul mot en dehors du français, mais en réalité, c'est une réalité sociale et pour nous, une réalité juridique qui fait partie des principes fondamentaux de notre droit, mais aussi de notre civilisation et de notre état de droit. Tous les pays depuis, pour moi le tournant a été le 11 septembre, tous les pays depuis le 11 septembre 2001 ont pris une sorte de virage sécuritaire. Bien. On peut le comprendre, et nos démocraties sont des démocraties qui sont aujourd'hui moins portées sur le respect d'un certain nombre de libertés individuelles ou publiques fondamentales. Bon. Mais ce qui me paraît inquiétant, c'est que notre système vit dans un monde où il y a partout des évolutions acquises, en cours, ou des évolutions potentielles vers ce qu'on appelle des autocraties électives, des démocraties illibérales, des systèmes qui installent très clairement l'inégalité en termes de règles, c'est-à-dire qui considèrent que entre les religions, entre les différentes catégories d'hommes ou de femmes, naturellement entre les hommes et les femmes, il y a les différences entraînent inégalité, ça s'appelle notamment le suprématisme ou l'identitarisme, et que cet identitarisme prend aujourd'hui la place, se substitue aux principes et aux règles de l'égalité. Et je me permets de dire dans une émission comme celle-ci, dans cette semaine de notre enseignement français à l'étranger, qu'il faut absolument que notre pédagogie, ce qui fait la spécificité de notre enseignement dans le monde soit porteur des valeurs, des objectifs, de la pédagogie, on a parlé tout à l'heure de l'esprit critique, qui puisse lutter contre ces tendances. Et je crois qu'il y a une entreprise que je qualifierais au sens le plus noble du mot, une entreprise humaniste, politique de notre système d'enseignement dans un monde où incontestablement nous avons achevé, je dirais, les 70 ou les 80 années
qui étaient celles du droit d'asile, de la liberté, de la libre pensée, qui ont commencé avec la Deuxième Guerre mondiale, et qu'on est entré dans une autre ère. Eh bien, dans cette ère, les gens comme Ilou ont une vocation, parce que c'est les nouvelles générations qui doivent prendre le relais de ceux qui, comme nous, ont défendu ces états de droit, mais ça fait partie aussi, M. Brochet, je pense que vous le savez très bien, de la mission de nos établissements français à l'étranger. Et ça, c'est une donnée qui est à la fois quelque chose d'essentiel, ça fait 250 ans que c'est comme ça, mais aujourd'hui, il y a des menaces. Et notre rôle, celui des enseignants, celui du système, celui des grands écrivains, celui des médias, c'est de faire en sorte que cette tolérance et cette liberté puissent continuer à régner dans nos établissements, naturellement, mais pour toutes les familles et pour tous les élèves de nos établissements. Moi, je voudrais compléter ce que dit M. Toubon. Non, ça ne va pas bien. Il a dit formidablement sur la liberté. Il y a une deuxième atteinte qui est au cœur d'un système éducatif. C'est la menace pour le savoir. On a quand même vu quelqu'un qui était à la responsabilité de la première nation du monde et qui a failli en reprendre pour 4 ans, qui avait comme base l'ignorance, la fausseté, les infox. Et que si on n'a pas comme base la liberté d'un côté et le respect du savoir, c'est les deux ensemble qui sont évidemment des alliés. Savoir et liberté. Si on tue la liberté, si on tue le savoir, c'est très clair ce qu'on engendre, c'est la barbarie. Au fond, on peut résumer, je pense que ce n'est pas lui faire de tort que de résumer l'enseignement français à un humanisme, à la promotion d'un humanisme. Cet humanisme-là, comme le disait tout à l'heure M. Brochet, au fond, être bien formé, ouvert d'esprit, doté d'un esprit critique, ça ne sert à rien si ces valeurs, on ne les fait pas vivre. La nécessité de l'engagement. Alors, on va parler ensemble de l'engagement avant de clôturer ce débat, puisqu'on arrive dans quelques temps au terme de cette émission. Cette année, l'AEFE a signé un partenariat notamment avec l'AFM Téléthon. C'est une forme d'engagement. Oui. Je vous propose qu'on écoute d'abord Mme Thienot-Herman et ensuite on va poursuivre et clôturer ce débat sur la nécessité de l'engagement. On regarde la vidéo. Je suis vraiment très heureuse et très fière en tant que présidente de l'AFM Téléthon de pouvoir participer à la 4e semaine des lycées français du monde parrainée par M. Éric Orsena et de pouvoir, aux côtés de très nombreuses personnalités, partager avec vous tous, aux 4 coins du monde, des valeurs d'engagement et des valeurs de solidarité. On compte sur vous, soyez vraiment très très nombreux au rendez-vous. On vient d'entendre Mme Thienot-Herman qui appelle aussi nos élèves et nos anciens élèves à se mobiliser et à s'engager. Vous avez beaucoup insisté, messieurs Orsena, messieurs Toubon, sur l'engagement nécessaire de la nouvelle et de la prochaine génération. Olivier Brochet, ces élèves sont vos élèves. Cette nécessité de l'engagement, est-ce que c'est quelque chose qui est au cœur de votre action? Oui, c'est absolument fondamental. La citoyenneté sans engagement, je crois, n'a pas grand sens. C'est en tout cas comme ça que nous l'avons vécu dans notre histoire en France et je crois que c'est fondamental. Si je reviens un instant sur la notion de citoyenneté, la citoyenneté, historiquement, elle a toujours été liée à un espace politique donné. La nouveauté des dernières années ou des dernières décennies, en tout cas avec cette évolution de la mondialisation, c'est que nos élèves, les jeunes, se sentent citoyens du monde. Mais leur citoyenneté, d'abord, qu'est-ce que ça veut dire? Il faut apprendre à maîtriser cette notion. Et puis, comment on fait vivre cette citoyenneté du monde avec un monde qui est fait de barrières, qui est fait d'interdits, qui est fait d'infox, etc. Et donc, tout l'enjeu pour nous, c'est de donner à tous ces jeunes qui ne sont pas pour les 2 tiers d'entre eux de nationalité française, il faut le rappeler, leur donner des outils qui vont leur permettre dans leur pays d'être véritablement des citoyens du monde. Alors, parmi les notions d'engagement que l'on veut faire vivre à nos élèves, ils s'engagent localement, ils ont énormément d'activités locales, mais
Il y en a une à laquelle on est très attaché, c'est la FM Téléthon. Pourquoi la FM Téléthon? Parce que c'est un partenariat ancien que nous allons renouveler. Là, je vais signer dans quelques jours la convention avec la présidente. C'est un engagement ancien. On y tient parce que c'est à la fois une recherche fondamentale pour soigner des maladies épouvantables qui frappent des enfants très très jeunes et qui les pénalisent tout au long de leur vie, mais c'est aussi un signal d'espoir extraordinaire de voir en 30 ans les progrès qui ont été faits dans ce domaine et qui vont sur de multiples autres domaines de la médecine. Et puis, la deuxième dimension que je trouve passionnante, c'est que l'on finance de la recherche scientifique française en France, mais qui accueille des chercheurs qui viennent du monde entier et dont les résultats, surtout, sont mis au bénéfice de l'humanité. Il faut savoir que le séquençage du génome humain, de l'ADN, qui a été réalisé pour la première fois au Généton, a été remis à l'UNESCO comme patrimoine mondial de l'humanité. Donc, ce sont toutes les raisons pour lesquelles nous sommes heureux, fiers d'être partenaires de la FM Téléthon, que nous engageons toutes les familles, les enfants, les lycées à se mobiliser avec nous autour de ce soutien à cette grande cause qui en a particulièrement besoin cette année parce que le confinement pose de vrais problèmes de financement pour eux. Et puis également, on se rappelle que le Généton a 30 ans cette année, comme l'AEF. Alors, engagement avec, par exemple, l'AFM Téléthon, engagement cette année aussi auprès des établissements du Liban et de Beyrouth qui ont été frappés par cette catastrophe que nous connaissons tous. Mais cet engagement, au fond, il est chez nos anciens élèves, et je dis nos anciens élèves puisque je fais moi aussi partie de cette communauté. Peut-être une question, Ilou, en tant qu'ancienne élève, est-ce que c'est quelque chose est-ce que l'engagement est quelque chose qui t'a été transmis et qui a été cultivé tout au long de ta scolarité? Il y a vraiment beaucoup trop d'exemples de choses qu'on pouvait faire à notre lycée pour justement nous engager, et il y en avait vraiment pour tous les types de profils. Donc ça, c'était vraiment hyper intéressant, puisqu'on nous a très vite fait comprendre que pour que ça se passe bien, pour qu'on puisse vivre ensemble, que ce soit avec les professeurs ou avec l'administration, il fallait qu'on soit actifs et acteurs de la vie du lycée en fait. Donc ça ne se résumait pas juste à être délégué dans une classe, mais on avait des CEL qui s'occupaient de faire l'intermédiaire, on avait des représentants du lycée, on avait des personnes qui siégeaient au conseil de l'environnement, de la santé, de la citoyenneté. Et quand je dis qu'il y a vraiment tous les profils présents pour pouvoir s'engager, ça veut dire que moi, par exemple, j'avais un profil un peu plus artistique. Donc, je faisais plus d'activités artistiques, du style, je faisais du graffiti, je faisais du chant. Et ça faisait aussi partie de l'engagement qu'on pouvait avoir, puisqu'il y avait des événements ponctuels avec des semaines spéciales, par exemple la semaine contre le harcèlement, la semaine pour l'environnement, des semaines de type là où on pouvait organiser des événements, où je pouvais faire des fresques avec des graffitis, etc. Donc vraiment, on est là, on va faire un environnement dans lequel tout le monde a sa voix, tout le monde peut participer, tout le monde a son petit talent, son petit truc qui va permettre de rendre la vie plus agréable en fait. Et ça, c'est quelque chose aussi qui a fait que mes parents voulaient absolument, moi et mes parents, on voulait absolument continuer dans le lycée français. C'est que ça ne se trouve pas facilement partout, cette participation active avec les infrastructures aussi qui nous le permettent. Donc ça, c'était très très important pour nous, et c'est d'ailleurs ça qui a cultivé mon engagement encore aujourd'hui dans ma scolarité à Sciences Po. On a bien compris que l'engagement, ce n'est pas simplement pour occuper les élèves, les lycéens, c'est une façon d'exprimer sa citoyenneté, c'est une façon de porter et de partager les valeurs qui nous ont été enseignées. Et maintenant, j'aimerais bien qu'on se projette un petit peu dans l'avenir. Pour vous, quels sont les défis qui nous attendent, qui attendent nos anciens élèves, qui attendent notre communauté? Est-ce que vous pensez que nous avons les armes et les ressources pour affronter ces défis? Je me permets de répondre tout de suite parce que c'est dans la ligne de ce que j'ai dit tout à l'heure, implicitement, notamment quand je me suis adressé à Ilou, ce que je voulais dire, c'était que nous sommes dans la 4e ou 5e ère des droits. Il y a eu la Grande Révolution,
il y a eu ensuite le début de la République, la fin du XIXe siècle, avec les grandes lois, notamment dont certaines sont un peu attaquées aujourd'hui, la liberté de la presse en particulier. Et il y a eu la grande période d'après la libération, les grandes conquêtes en matière de protection sociale en particulier. Et aujourd'hui, on voit, comme je viens de le dire, refluer tout ça. Donc, je dis que dans la nouvelle ère, c'est une ère de reconquête. Et la reconquête, elle ne peut être faite que par les nouvelles générations. Moi, je me porte vers l'avenir en disant qu'il faut dès maintenant s'arc-bouter et s'organiser pour mener ce qui est, je crois honnêtement, dans un combat, et pas seulement dans les 15 ou 20 pays qui sont en train de devenir des pays réactionnaires et illibéraux, comme on dit, ou identitaristes, mais partout sur la planète. Alors, moi, je voudrais reprendre le principe qui est défendu par l'Institut Pasteur, qui est défendu par l'Organisation mondiale de la santé, de une santé, One Health. Parce que si l'environnement va mal, les végétaux n'iront pas bien. Si les animaux vont mal, les êtres humains qui appartiennent au règne animal n'iront pas bien. Et que dans la nature, il n'y a pas de frontières. Il n'y a que des interdépendances. Et donc, c'est cette ouverture-là qui doit être dispensée dans les enseignements. Et moi, ce que je vois dans ces lycées, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, dans les classes, vous avez, il n'y a pas de frontières. Donc, c'est une santé comme, d'une certaine manière, un enseignement. Et moi, je vois dans cette communauté formidable des anciens, des alumni, comme on dit en anglais. Cette communauté-là, elle est magnifique. Et moi, je préfère, si on prend une traduction assez simple, je préfère le grand livre des visages au petit Facebook. Merci, Éric Orsena. Marie-Christine, c'est à vous. Quand j'entends des débats comme ce matin, que je vois des jeunes femmes comme Ilou, je ne peux pas m'empêcher d'avoir le cœur en joie. Donc, alors du coup, c'est l'optimisme de la volonté qui l'emporte sur le pessimisme de l'intelligence pour moi. On a laissé sa place au pessimisme de l'intelligence, mais et j'ai dit moi-même, d'ailleurs, j'ai lancé ce débat sur le fait que la démocratie était menacée par le complotisme. Mais je n'oublie jamais que le monde d'hier n'était pas non plus terrible. Hein. C'est vrai, Jacques Toubon, évidemment, a raison sur les réfugiés, sur un certain nombre de libertés qu'on relativise aujourd'hui et qu'il ne faut pas laisser faire ça. Mais moi, en tant que femme, par exemple, j'aurais pas aimé naître dans la génération précédente où j'aurais pas eu le droit d'avoir un compte bancaire. J'aurais pas aimé qu'on me dise que c'était pas moi qui décidais de mon corps et tout ça. Donc, je veux dire, on ne progresse pas sans régresser sûrement, mais on progresse. On doit toujours se battre pour les idéaux et pour l'humanisme. C'est dans le mouvement qu'est le but même. C'est dans le fait de toujours les défendre et les porter qu'on les incarne finalement. Donc, il ne faut pas baisser la garde. Et je pense que les lycées français, c'est un lieu un peu... C'est presque douloureux de constater à quel point c'est peut-être exceptionnel, parce que c'est sûr que si les lycées français étaient le modèle éducatif mondial, pas seulement dans les lycées français, on ne serait pas très inquiet pour l'avenir de l'humanité. Mais bon, disons qu'en tout cas, au sein des lycées français, le travail qu'on voit, il est fantastique. On en a énormément besoin. Je ne suis pas sûre que la France en soit toujours assez consciente. Souvent, moi, je suis une grande fan, donc je ne suis pas sûre que les gens qui vivent en métropole mesurent l'importance fondamentale de ce réseau, comme d'ailleurs, ils ne mesurent pas toujours l'importance fondamentale d'avoir des médias portant ces valeurs républicaines à l'international en plusieurs langues. Je ne suis pas sûre non plus. Moi, je me dis qu'il y a sans doute des menaces, mais que la démocratie et la liberté finissent toujours par triompher et que les élèves des lycées français sont porteurs de ces valeurs fondamentales. Donc, je fais confiance en tout cas à tous les enseignants qui font un boulot génial. Je les salue et aux directeurs. Voilà, vive les lycées français comme modèle humaniste. Merci Marie-Christine pour cette déclaration d'amour, pour cette formidable déclaration d'amour. Peut-être Marie-Sophie Pavlak qui est avec nous encore et qui
se bat, elle, beaucoup pour l'égalité, justement, des filles et des garçons. Marie-Sophie, est-ce que vous avez le sentiment que les choses progressent, avancent et que les défis à relever peuvent l'être? J'ai créé l'association Elle Bouge il y a 15 ans et en 15 ans, j'ai vu pas mal de progrès. Je pense qu'une des plus grandes armes, c'est notre motivation. Notre motivation notamment pour s'engager, c'est aussi la chance de pouvoir avoir une capacité d'indignation contre les injustices, parce que c'est quand on les ressent, qu'on les perçoit ou qu'on les vit, que justement ça peut nous pousser à nous engager. Tous les élèves des lycées français de l'étranger ont vraiment une chance extraordinaire d'être dans ces entités qui portent les valeurs de notre République, hein, la liberté, l'égalité, la fraternité, la laïcité. On ne les citera jamais assez. Et pour moi, c'est un grand bonheur de pouvoir travailler avec l'AEFE et de voir s'exprimer les jeunes filles en particulier, au contact de nos marraines, parce qu'elles sont enchantées et du coup, elles sont porteuses de rêves et d'ambitions. Ilou, je suis sûre que Ilou a des choses formidables à nous dire en réponse à cette question sur les défis que les jeunes générations, finalement, ce seront les jeunes générations qui auront à relever ces défis. Je pense que concernant les défis, c'est vrai que par rapport à ce qu'avait dit Monsieur Toubon ou Monsieur Orsena, c'est vrai qu'il en reste. Il faut rester réaliste par rapport à ce qui est possible de faire encore aujourd'hui. Mais je l'ai vu pour l'avoir vécu, pour l'avoir vu, pour en avoir été témoin, je vois quand même qu'il y a des défis qui ont été relevés. Déjà, le fait que dans des sociétés là où on n'a pas forcément la parole, on nous la donne, que ce soit les petites filles, les petits garçons, tous, et avoir la chance que ce soit fait. Je pense que le prochain défi, c'est de prendre ces acquis qu'on nous a distribués et ensuite de les étendre même au-delà en fait, de notre réseau AEFE, et de faire profiter en fait, autour de nous, au-delà de la sphère scolaire. Par exemple, je suis au Sénégal, j'étudie dans le lycée français au Sénégal. Eh bien, j'ai reçu des valeurs dans cette école qui me portent à cœur, que j'ai envie de sortir un peu de ce cadre scolaire et d'enseigner, par exemple, aux Sénégalais autour de moi ou aux Malgaches autour de moi. Et faire en fait cet échange qui va au-delà d'un simple cadre scolaire où on nous délivre un savoir, mais vraiment cet échange culturel, qu'il y ait cette confrontation culturelle au-delà de ça. Donc ça, c'est quelque chose qui pourrait, par exemple, être un beau défi à réaliser dans le futur. Madame Driancourt, Vassiliki Driancourt, qui s'occupe de la pédagogie et de l'enseignement. Est-ce que vous voyez en termes de pédagogie peut-être des choses à changer, à améliorer ou à transformer pour pouvoir s'adapter aux nouveaux défis qui se présentent? Alors, nous nous adaptons effectivement chaque jour, chaque moment, et la période, et c'est aussi un message d'optimisme, la période nous amène et nous convainc encore davantage qu'il nous faut nous adapter, qu'il nous faut être créateurs et stimuler nos élèves. Et nos élèves, vous le voyez, sont aussi eux-mêmes force de proposition et des propositions tout à fait pertinentes. À l'heure actuelle, je crois que pour nous, les enjeux côté AEFE, c'est d'accompagner la révolution numérique qui s'opère, le numérique éducatif, qui permet à des élèves de continuer à progresser, à travailler, à apprendre des choses, quelles que soient les situations. Et vous le savez, notre réseau, depuis plusieurs mois, connaît des situations extrêmement diverses, parfois très contraignantes. Et pourtant, il en sort des idées, il en sort des bonnes pratiques, il en sort des projets avec des élèves qui continuent à mutualiser des choses par-delà les frontières, par-delà l'ouverture ou non des établissements. Et ça, c'est quelque chose pour nous qui est vraiment fondamental. C'est-à-dire que là où est notre enjeu aujourd'hui, c'est de continuer à porter cette mobilisation du collectif qui est, je crois, notre marque de fabrique, qui est, je crois, notre identité. Et c'est vrai que nos enseignants, aujourd'hui, au quotidien, ils poursuivent, ils portent ce qui est du lien intrinsèque entre les apprentissages, les émotions et l'action. Complètement dans cette continuité de j'apprends des choses, mais j'apprends des choses parce que c'est fondamental, parce que le savoir me fait devenir meilleur, mais parce que le savoir va me permettre de me porter en action et de faire des choix éclairés. Et je crois que notre enjeu, il est vraiment aujourd'hui encore et toujours là-dessus.
Merci Vassiliki. On va laisser le dernier mot à Olivier Brochet, le mot de la fin. L'intitulé de cette conversation, c'était des valeurs au cœur de l'éducation, pourquoi faire. Tous ensemble, je pense que nous avons quelques pistes, plusieurs pistes, mais je vous laisse les résumer, Monsieur Olivier Brochet, et clôturer cette conversation. Merci beaucoup Dominique. Oui, des valeurs, pourquoi faire? Je pense déjà pour bien marquer que dans un monde de marchandisation croissante, de consommation des savoirs, des cultures, de tout ce que l'on veut, l'enseignement c'est autre chose. Et l'enseignement français est vraiment fier, je pense, au travers de l'AEFE, de se projeter à l'étranger pour justement apporter cette dimension humaniste, cette dimension citoyenne absolument fondamentale qui ne se fait absolument pas aux dépens, bien au contraire, de l'excellence scolaire et de l'excellence de la formation qui est particulièrement reconnue. Alors tout cela nous met dans une position, je dirais, optimiste malgré tout. Cette année est particulièrement difficile. La crise sanitaire a touché le réseau de plein fouet et nous avons dû nous adapter. Et Vassiliki Driancourt le disait à l'instant, il y a eu un énorme travail qui a été fait toute l'année pour continuer d'enseigner dans toutes les conditions le mieux possible. Et je crois que des signes d'espoir, d'optimisme, d'abord que le réseau est bien résilient. Il a perdu certes des élèves cet été qui, dans les familles, n'ont pas pu revenir en poste ou qui sont touchés par la crise économique. Mais en même temps, nous avons de plus en plus d'élèves, de plus en plus d'établissements qui rejoignent ce réseau. Cette année, nous aurons pratiquement plus de 20 établissements qui auront été homologués, plus de 8000 élèves qui auront rejoint le réseau. Il y a des familles qui souhaitent pour leurs enfants cet enseignement et nous sommes très fiers et très heureux de défendre ce dispositif absolument exceptionnel qui est une perle de la République, je pense, franchement, à l'étranger. C'est pas très important que le directeur de l'agence le dise. Ce qui est important, c'est que nos autorités en sont pleinement convaincues. Le président de la République, en mars 2018, dans un discours sur la francophonie, a justement marqué une ambition très forte pour l'enseignement français à l'étranger, pour aller vers un doublement des effectifs à l'horizon 2030. Nous travaillons à mettre en place les outils pour réussir ces transformations. Et tout cela est vu, on le comprend bien après notre émission, ce n'est pas du tout dans une logique ni impérialiste, ni dogmatique d'imposer des principes, c'est simplement parce que nous pensons que nous avons toute notre place dans un grand combat intellectuel, parfois, le plus souvent dans le meilleur sens du terme, parfois dans un sens qui est plus inquiétant. Nous avons toute notre place pour justement aider dans toutes les nationalités, aider les familles à trouver un enseignement qui soit utile à leurs enfants, bien sûr, et puis qui permette de former les jeunes citoyens responsables dont leur pays, dont le monde, dont la France a besoin à l'avenir. Donc moi, je suis assez confiant et en tout cas déterminé à soutenir ce dispositif avec toutes les équipes. Et je veux vraiment rendre un hommage extrêmement appuyé au travail des enseignants, au travail des personnels de direction, partout dans ces 535 établissements. Ils font un travail absolument extraordinaire. Ce sont des gens motivés qui savent pourquoi ils travaillent, le rôle qu'ils ont. Et voilà, je voudrais d'ailleurs, si vous le permettez, dédier cette émission qui nous a permis d'aborder beaucoup de sujets, dédiée à la mémoire de Samuel Paty. Je voudrais vraiment vous remercier toutes et tous pour cette émission, pour votre participation, la richesse de vos propos. Vous remercier beaucoup Dominique Chimbakala, qui est également ancienne élève et présidente de l'association des anciens élèves, et donc avec laquelle je suis vraiment très heureux de travailler régulièrement pour justement contribuer au développement de notre enseignement. Merci à tous.